Le regard des milliards. L'as-tu déjà vu? Le regard des milliards est une phrase forgée pour décrire le regard flou et pénétrant d'une personne qui a vraiment vu trop de choses. On peut le voir chez des personnes qui ont été impliquées dans des catastrophes ou qui ont vécu les champs de bataille modernes. Et c'est l'un des symptômes les plus caractéristiques du trouble de stress post-traumatique ou trouble de stress post-traumatique. Son origine remonte à la Première Guerre mondiale, plus précisément à février 1915, lorsque le médecin capitaine et psychologue Charles Samuel Myers rédigeait un article pour le journal Lancet, dans lequel il examinait le cas de 3 soldats, qui présentèrent des symptômes très variés, et qui à l'époque semblaient assez étranges. Myers a été surpris par ces symptômes et a commencé à les étudier. Les soldats avaient été exposés à des tirs d'artillerie et avaient combattu pendant des jours avant de commencer à souffrir des symptômes. Nous devons prendre en compte que la Première Guerre mondiale a été un conflit où la technologie avait beaucoup progressé et de manière totalement disproportionnée. Depuis les guerres napoléoniennes, au début du conflit, les armées, avec leur paradigme obsolète, se sont heurtées aux champs de bataille modernes mortels, qui étaient beaucoup plus dangereux et létaux que ceux d'autrefois. Les soldats imaginaient les champs de bataille d'une manière qui à ce moment-là n'existait plus. Et le dur coup de la réalité et le stress intense ont causé des problèmes psychologiques en masse dans la troupe régulière. Les soldats, étant exposés au combat, ont commencé à souffrir de peurs disproportionnées, d'anxiété, de manie, de confusion mentale, d'hallucinations, de visions, de perte de mémoire, de psychose sévère et, dans certains cas assez graves, de complet effondrement mental. Ils souffrirent même de symptômes physiques tels que des maux de tête, des nausées et des vertiges qui n'étaient pas liés à l'inhalation de produits chimiques. Le capitaine Charles Myers a noté tous ces symptômes que les soldats obtenaient au combat et les a documentés dans son rapport. Par la suite, le docteur William A. Turner, dans son étude sur la façon dont un individu peut être affecté par la vision de violence extrême au combat, et en se basant sur le rapport de Myers, il y a une relation entre tous les symptômes que le capitaine Myers a trouvés chez les soldats, et il a donné un nom à la maladie, le shell shock, ou neurose de guerre. Turner a probablement été le premier à se rendre compte que le shell shock, ce n'était pas une affection qu'un soldat obtiendrait, par exemple, en recevant un tir d'artillerie très proche, mais c'était une affection que vous pourriez obtenir par une exposition prolongée au combat. Il a également identifié des conditions spécifiques dans le combat qui augmentaient la probabilité de contracter la maladie, comme l'intensité de la bataille et le temps d'exposition à celle-ci. Avant ces études, il était très courant que les soldats atteints de cette pathologie soient traduits en justice ou exécutés pour trahison, pour ne pas obéir aux ordres ou fuir directement le combat. Étant donné que les soldats souffrant de shell shock n'avaient absolument aucune intention de se battre, précisément à cause de l'augmentation des cas de soldats désobéissants et au comportement limite. La folie a été qu'ils ont appelé de nombreux médecins, comme Myers et Turner, pour découvrir l'origine du problème et traiter les soldats souffrant de ce mal. Des centres ont même été créés, appelés Centre Myers, pour le traitement spécifique de cette maladie. En particulier, ces 2 médecins traitaient les soldats avec de l'hypnothérapie et des psychothérapies, ainsi que des traitements basés sur le repos. Des traitements qui guérissaient, mais de manière lente et progressive. La plupart du temps, les soldats ne retournaient pas au combat, et pendant plusieurs années, des milliers de soldats ont été traités de cette manière. Mais comme l'intensité du conflit, les cas de soldats atteints de shell shock augmentaient, le haut commandement anglais a décidé que les traitements appliqués par Myers et Turner étaient peu efficaces. Et ils ont fini par remplacer Myers et Turner par le lieutenant-colonel Gordon Holmes, dont les recherches sur le sujet étaient plus en accord avec les souhaits du haut commandement britannique. En parallèle, on a tenté de cacher les recherches récentes sur le shell shock pour éviter les controverses. Et ils ont commencé à créer toute une campagne de diabolisation envers les soldats qui avaient de shell shock, créant l'idée populaire que les soldats qui en souffraient étaient des personnes faibles d'esprit et de caractère. Les études du docteur Holmes, officiellement reconnues par le gouvernement britannique, disaient que les soldats qui souffraient de névrose de guerre ou de shell shock n'avaient qu'une crise de lâcheté et qu'ils avaient une certaine faiblesse mentale.
La discrimination sociale envers ceux qui souffraient de névroses de guerre et les intérêts nationaux britanniques ont conduit à la fermeture des principaux centres de traitement de la maladie, envoyant des milliers de soldats malades à la maison et les plus graves dans des centres psychiatriques. Beaucoup de ces patients gravement atteints de la maladie shell-shock ont été traités avec des traitements expérimentaux vraiment brutaux, comme la thérapie par électrochoc. Des électrodes étaient connectées au cou et aux bras du soldat, et l'électricité était passée à travers le corps du patient, tout en étant réprimandé verbalement pour ses comportements inappropriés. Cette thérapie a été pratiquée jusqu'aux années 80. On faisait aussi des choses comme éteindre des cigarettes sur la langue du patient, et aussi placer des objets en fer chaud sur la poitrine du patient, tout en répétant des phrases qui réprimandaient le comportement lâche du soldat, et ainsi de suite jusqu'à la fin du conflit. De nombreux soldats souffrant de la maladie ont préféré garder le secret par peur d'être catalogués comme lâches ou d'être directement placés dans des centres psychiatriques. Comme le conflit était terminé, le nombre d'études à ce sujet a considérablement diminué pour atteindre presque aucune étude. Des décennies s'écoulèrent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, les études seraient reprises, en raison de l'augmentation du nombre de personnes présentant des symptômes similaires au shell-shock. Cette fois, des études sont apparues qui n'étaient pas biaisées par des intérêts nationaux ou politiques. De nombreux pays, comme les États-Unis, commenceraient à reconnaître le shell-shock comme une véritable maladie qui devait être traitée de manière spécifique et avec des traitements spécifiques. L'expression « Thousand Yard Shark » ou « le regard du mille yard » s'est popularisée après 1945, lorsque le magazine Life l'a publié dans le titre « Le portrait d'un marin sans nom dans la bataille de Peleliu » dont les belligérants étaient les États-Unis et l'Empire du Japon. Le titre du portrait disait « Marines Caledad, 2000 yards sharp », ou les Marines l'appellent. Le regard des 2000 yards, qui a ensuite été extrapolé au regard des milliards. L'auteur, Thomas C. Lee, a ajouté une note à la revue sur le portrait qui disait « Il a quitté les États-Unis, il y a 31 mois. Il a été blessé lors de sa première campagne. Il a eu des maladies tropicales, dort à moitié la nuit, et sort les Japonais des trous toute la journée. 2/3 de sa compagnie ont été tués ou blessés, et il attaquera à nouveau ce matin. Combien un être humain peut-il supporter ? Tout cela a provoqué une grande émotion dans la société, et a sensibilisé les gens à tout ce que les soldats endurent en campagne, et sur les maladies psychiatriques qu'ils peuvent contracter à cause de leur travail. Aujourd'hui, le shell shock, ou comme on l'appelle aujourd'hui, le trouble de stress post-traumatique, est considéré comme une maladie. Et les soldats qui en souffrent ne sont plus en service ou sont réformés. Dans la plupart des pays, ils reçoivent une pension, car on considère que c'est une maladie qui limite considérablement la capacité à se réadapter à la société. Merci.